Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, quelle note est-ce que Nick se donne pour son passage à Canada Soccer? Un pont 10. Comme Bret Hart en 97, Montréal se fait surprendre dans les dernières secondes par Austin. Et les prix FIFA de Best, comme le Ballon d'Or, mais en moins bon. Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. À la fin, il avait des crampes dans l'adducteur. Aaron, il était aussi avec crampes à la fin. Et Romel aussi. Donc, OK, les joueurs, ils ont donné absolument tous. Ils ont donné tous à la dernière minute. Malheureusement, on perd le match. Mais Sam et toute l'équipe, il a donné vraiment tous qui on est sur le terrain. Je suis surpris, Assun. Je m'attendais à voir des faits saillants de Manchester United, comme la semaine dernière. Je comprends pas pourquoi on n'a pas continué cette habitude-là. Parce que tout simplement, ton équipe n'a pas perdu ce week-end. Donc on passe à l'essentiel, donc tout va bien. C'est une manière de le présenter. Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Olivier Tremblay avec Assun Camara. Assun, ça va? Oui, très très bien, vraiment. T'as l'air en forme? Oui, en pleine forme, content d'être là, content de parler de l'actualité foot qui était riche aussi ce week-end. Donc, un bon moment à passer avec toi pendant 45 minutes. Ben oui, et on va commencer tout de suite avec le CF Montréal qui a subi la défaite dans les derniers instants de cette rencontre-là à Austin. 1-0, un but de Maximiliano Urruti. Parce que pourquoi pas, tu sais. Pour pas changer. Mais tu as donné une référence dans ton introduction en 97. Je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux me la partager? Oh boy, tu veux vraiment qu'on parle de lutte professionnelle ici? Vraiment. Alors, en 1997, les amis, il y a ce qu'on appelle un Royal Rumble dans la WWF. Ouais. Et Austin, c'est Steve Austin, un lutteur très connu, sauf de Assun Camara. Et Steve Austin avait été éliminé, mais les arbitres ne l'avaient pas vu. Et à la fin, il est rentré et il a éliminé Bret Hart qui croyait avoir gagné. Ah ben voilà, merci. Donc, c'est fait surprendre dans les dernières secondes par Austin. T'as enrichi ma culture personnelle. Donc, on regardera ça, un de ces quatre. Là, tu viendras chez nous, on regardera le Royal Rumble de 1997. Ouais. Mais pour en revenir à Urruti, oui, il nous fait mal celui-là. L'archer. Écoute, on a l'impression que voilà, c'est un mauvais film qu'on a déjà vu au Stade Saputo. Et d'avoir un garçon qui est passé par le club et qui vous crucifie à la 88e minute de cette façon-là. Forcément, ça fait mal parce que tu peux crucifier quelqu'un avec des flèches et un arc? Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas très bon dans mes instruments de torture, mais pourtant, ça me semble ambitieux. Il a réussi notre Maxi. Donc malheureusement, écoute, c'est difficile parce que ça nous fait une deuxième défaite d'affilée. Forcément, quand tu entames un championnat de cette façon-là, qui a eu beaucoup de changements, les doutes sont disproportionnés. Il y a beaucoup plus de loupe sur les résultats et sur le contenu. Alors qu'on aurait pu faire bonne figure et sortir de là avec un bon point qui aurait pu rassurer. Donc, ce but fait vraiment, vraiment très, très mal et nous donne l'envie d'espérer que cette équipe puisse se redresser assez rapidement là. On va y revenir à tout ça, les doutes, les problèmes qu'on peut observer, tout ça, mais dans le domaine du positif, parce que, Hernan Losada aime ça, revenir sur le positif, il y a eu un record, Samuel Piette, qu'on connaît tous très bien. À la 13e minute de ce match-là contre Austin, est devenu le joueur avec le plus grand nombre de minutes jouées en MLS pour le CF Montréal. 11 014... Tu vois, j'ai de la misère à dire tellement il y en a beaucoup. 11 428e. Voilà, j'ai fini par l'avoir. Malheureusement, il a quitté le match avec des crampes, mais ça lui fait quand même... c'est un pas pire accomplissement à mettre à sa feuille de route. Il dépasse Nacho Piatti, un autre de ses hommes de fer. Quoique, comme je disais, il quitte le match avec des crampes, c'est pas parce qu'on est fait en fer qu'on peut pas rouiller. Mais qu'est-ce que ça dit pour toi sur le genre de joueur et d'homme qui est Samuel Piette? Tu l'as côtoyé dans le vestiaire et tout ça. Qu'est-ce qui fait sa longévité Moi, je trouve que c'est 28 ans. Vraiment, l'âge vénérable de 28 ans. Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'il est relativement jeune et c'est un des joueurs qui a, c'est le joueur qui a marqué l'histoire. Aussi bien dire dans ce club-là que c'est l'âge d'or, 28 ans. Exactement. Donc, écoute, moi, je ne veux pas minimiser justement ce type de record parce que je sais à quel point c'est difficile d'essayer de s'inscrire dans la durée, de voir des générations de joueurs passer, mais d'être vraiment le joueur référence qui reste et qui rassemble un petit peu tout le monde. Donc, c'est extraordinaire. Il arrive à avoir une régularité extraordinaire sur le terrain. Samuel, c'est un joueur qui va toujours avoir un 6 sur 10 sur le terrain et c'est vrai que c'est le type de joueur que les entraîneurs apprécient parce qu'ils savent
ce qu'ils vont avoir, quelle marchandise va être livrée semaine après semaine, année après année. Et ça, c'est juste remarquable. Ça prouve l'éthique de travail, ça prouve le joueur qu'il est. Et voilà, on a échangé un petit peu ce week-end. Je tenais vraiment à le féliciter directement et lui dire, écoute Samuel, voilà, ce que tu as fait, c'est pas anodin, c'est magnifique. Et tu dois justement être content de ça et vraiment avoir de l'estime sur le travail que tu as fait parce que c'est juste fabuleux et c'est pas fini. D'autant plus que, puis là, je perds un peu le fil parce que, bon, hein, les années de pandémie, on a l'impression que ça a duré 10 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 ans, on se posait la question, est-ce que Samuel Piette a encore sa place dans ce 11-là, puis même dans les 18 à la limite, parce qu'on renforçait à cette position-là. Au contraire, ça a eu l'air de le fouetter puis de l'inciter à se battre pour son poste. Oui, exactement. À chaque saison qui repart, il y a toujours de la remise en question. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a eu, comme tu l'as dit, il y a 2 ans, à savoir si Samuel allait pouvoir jouer dans un milieu de terrain enrichi. Est-ce que Wanyama le sort carrément de Exactement, l'effectif? Exactement. C'était dans la tête des gens, c'était réglé et qu'il n'y avait même pas de compétition. Et comme quoi, le sport de haut niveau nous montre justement ce qu'est la réalité de ce monde-là. C'est que c'est le travail et l'éthique qui fait la différence. Là où on avait plus d'entrain et de certitude à se dire que des joueurs de qualité pouvaient faire des carrières extraordinaires, je pense un garçon comme Balou par exemple, on s'est appuyé justement sur les qualités intrinsèques, mais Samuel Piette, c'est un joueur aux antipodes justement de ces attraits-là. C'est pas le joueur le plus technique, le plus fin bien entendu, mais au contraire, c'est son travail et son éthique qui lui a permis d'avoir une carrière exemplaire au CF Montréal, et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui a fait la différence dans toute sa carrière, et qui a fait la différence saison après saison, où quand on commence une saison, on a l'impression qu'il va être remplaçant et qu'il va partir et qu'on ne compte pas sur lui, et puis que Wilfried Nancy par le passé ne voulait pas le faire jouer et puis ne le veut pas, mais tu es forcé de faire jouer un joueur comme Samuel Piette. C'est lui qui arrive à forcer les choses et c'est très très fort. Sauf si tu t'appelles John Nerdman, visiblement. Exact. Et justement, Piette incarne peut-être certaines de ces valeurs qu'on tente d'inculquer aux jeunes dans ce club-là. Tu saurais mieux le dire que moi parce que tu y as travaillé longtemps à ce club-là comme joueur. Mais justement, cette académie-là a fourni 5 des joueurs qui ont participé à cette rencontre-là, des jeunes joueurs d'ici qui sont développés au club. Puis ça a été une grosse question là, depuis longtemps. Puis tranquillement, pas vite, on voit ça s'articuler davantage. Mais quand est-ce qu'on va les faire jouer, ces jeunes-là? Quand est-ce qu'on va les voir? Puis là, il y avait un Saliba qui était de retour dans l'effectif, même si ça a été un peu plus difficile pour lui. Chandrea qui est titularisé pour la première fois. Qu'est-ce que ça devient, cet aspect-là de la philosophie du club? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Est-ce que tu penses qu'enfin, on a trouvé la recette? Oui, pour moi, c'est d'un bon œil à partir du moment où on assume justement cette philosophie-là. Ouais. Je pense qu'elle a été dictée. On a voulu mettre des jeunes en avant. À partir du moment où on a ces jeunes qui commencent et qui jouent concrètement, on ne peut pas se plaindre et se dire non, s'ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas jouer. Et c'est vrai que ça a eu certains commentaires justement à ce propos. Moi, je pense qu'il faut accepter cette philosophie-là. J'ai bien aimé voir ces jeunes s'exprimer. Chandrea a une super occasion à la à la 35e minute. Je pense qu'il s'il arrive à l'appuyer un petit peu plus, ça validerait justement toute cette philosophie-là. Donc, j'en ai fallu de peu, comme a dit un certain affectateur de Radio-Canada. Exactement, de très peu. Et donc, c'est bon signe de voir ces joueurs s'exprimer de cette façon-là. Et j'espère que les résultats vont permettre justement d'adhérer surtout à ça. Parce que si tu n'as pas de résultats, forcément, le temps se fait plus rare et puis on va être encore moins indulgent avec cette équipe-là. Donc, c'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Mais sans ça, c'est vraiment bien. C'était une bonne chose. Là, on parle. Puis on dirait que l'Impact a gagné 3-0. Hein? Ouais. Tout va bien. C'est pas ça qui s'est passé exactement. Pas exactement. Et ça tombait bien, j'imagine, parce que la question qu'on posait à nos auditeurs, et vous avez été nombreux à répondre, merci de l'avoir fait, c'était essentiellement, il y avait une photo d'Hernan Losada qui semblait songeur, dirons-nous, il regardait devant lui le terrain. Et on vous demandait, à quoi il pense? Ouais. À quoi il pense, Hernan Losada? Un grand classique, Simon Kremer qui répond qu'il pensait au AFC Richmond. Bon, ça, on s'en sort pas. Cédric Lacharité qui dit « Joey Saputo va kicker des poubelles dans pas long ». Ça, dans la culture populaire de ce club-là, on sait quand Joey Saputo n'est pas content, il donne des coups de pied dans des poubelles. Est-ce qu'on approche le point poubelle à Soud?
Je pense pas. On n'est pas là. Non, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de changements. J'ai envie de dire que l'Oceda, il assume justement tous ces changements-là et que c'est un peu, ça repose un petit peu sur ses épaules. Même si en tant qu'entraîneur, on n'a jamais le temps et qu'on est très peu indulgent par rapport aux résultats. Je pense que le club doit prendre le temps, lui donner le temps justement de pouvoir montrer son potentiel, de pouvoir absorber tous les changements qu'il y a eu. On parle du terrain, mais pas seulement. Je veux dire, changement d'identité, entre guillemets, de logo. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du club et c'est pas anodin. Donc je pense vraiment qu'on est en période de reconstruction, paradoxalement, avec la saison qu'on a connue la saison dernière. C'est difficile pour un entraîneur de mettre sa philosophie en place. Mais moi, je lui donnerai le temps. Vraiment, on est loin de là. Et puis, il y a de la jeunesse. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. Donc, il a, j'espère en tout cas, encore le temps de ne pas avoir à subir les foudres de M. Saputo. Les ordures sont en sécurité. Yannick qui nous dit que Losada pense qu'il a déjà hâte à la fin de saison pour se faire congédier. Peut-être un petit peu dur, là, Yannick, mais ça m'a fait rire. Pierre-Marc qui dit « Peut-être que je pourrais mettre Toye en défense centrale ». Pense Losada. Et dans la même veine, Émile qui nous dit est-ce que Piet peut jouer attaquant? Bon, on joue à Tetris là, avec cet effectif-là depuis le début de la saison. On a vu Piet qui a fait un match franchement honnête en défense centrale, j'ai trouvé. Il a fallu qu'on fasse des changements devant le filet aussi. Jonathan Sirois qui arrive comme sa première titularisation. Comment tu l'as trouvé? Moi, je l'ai trouvé rassurant. J'ai trouvé qu'il était en pleine possession de ses moyens pour un garçon qui était jeté dans la gueule du loup comme ça. Exactement. Après, oui, il a été en prêt puis il a pu accumuler des minutes, mais il l'a reconnu lui-même. Sa deuxième saison au Valor FC a été pas mal plus difficile que la première. Oui, exactement. C'est d'essayer justement d'assumer tout ce poids, tout ce stress, tout ce statut qu'il a bien fait, vraiment. Il n'a pas fait d'erreur majeure justement dans ce match-là qui pourrait le faire cogiter dans la semaine suivante. Donc non, je pense que c'est vraiment une prestation très encourageante et qui lui permettra, qui lui donne assez de crédit justement pour continuer à évoluer et à grandir à partir de cette prestation-là. Donc voilà, il a évité le piège de l'erreur, mais c'était très très bien pour moi. Selon Jay Barr, Losada réfléchit à la phrase suivante. Comment diriger une équipe qui n'a pas de numéro 10? Je trouve ça dur, Jay. Je trouve ça dur un peu parce qu'on vient de parler de Chandrea. Il y a quand même des trucs qui poussent. Je comprends que, bon, on aimerait voir un Zeller Ryan qui, en plus, marque pour le crew de Wilfried Nancy, Lodero, peu importe. Il n'y a pas ça dans les cartons actuellement. Mais est-ce que tu vois un trou en forme de numéro 10 dans cette équipe-là quand même? Non, je pense que c'est extrêmement sévère, justement, de juger de cette façon-là. Bien entendu, il y a des joueurs bien plus expérimentés. Tu parles de Zala Ryan, je veux dire, ça fait des années qu'il brille et on sait quel joueur c'est. Chandrea s'inscrit justement dans cette lignée de joueurs qui vont évoluer, qui vont grandir et qui vont apprendre aussi de ce championnat-là. Donc forcément, il faut l'accompagner, il faut le voir grandir. Il y a eu d'autres joueurs qui ont commencé doucement et qui ont explosé par la suite. Et je pense que c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'on doit s'inscrire. Moi, j'ai aimé Chandrea dans ce qu'il a fait. C'était assez sobre, c'est vrai, mais il y a eu de la projection aussi vers l'avant. Il y a eu la volonté d'être maître-homme au milieu de terrain. Donc forcément, il faut continuer à accompagner ces joueurs-là, continuer à s'inscrire dans la philosophie dont on parlait un peu plus tôt. Et je suis sûr que ça va être une réussite parce que pour moi, c'est vraiment un talent brut. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir dans son championnat et je pense qu'il a tout le potentiel justement pour montrer ses qualités en MLS, c'est sûr et certain. Bon, alors, on prend des notes, on regarde un peu qu'est-ce qui va advenir de cette équipe-là qui est c'est un tout qui est en constant mouvement. Ça change de fois en fois. On verra comment tout ça va évoluer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Déjà un match dès le week-end prochain. Entre-temps, on va parler un peu de géopolitique, de géopolitique du soccer. We're excited to be partnered with the Board of Directors for Canada Soccer. As you can see, the men and women's team have been achieving great success this year, and we're just excited to be a part of that. It's through hard work and determination, and that's something we believe in at Nota Bene. When I put this on, it makes me look like James Bond. Yeah. I mean, honestly. Just putting the suit on, the ease that it goes on, you can tell that it's tailored impeccably.
You know, at soccer here, we're a world-class country. Women, Olympic gold champions, men, top of the table in CONCACAF. And when you have a world-class organization on the field, you need a world-class organization off the field. And that's what we want to bring about at Canada Soccer, to show you the kind of success we're now receiving from fine attention to detail. That's why I think it's important for you to consider for your next outfitter, Nota Bene. So soak this beautiful suit in and look for Nota Bene on and off the field. On s'est gâté un peu. On l'avait pas diffusé encore, cette vidéo-là qui circule depuis un bon moment. Et là, comprenez-moi bien, je suis convaincu que la maison de haute couture en question fait des très bons produits et tout ça. Ce n'est pas ça qu'on dit. On n'est pas en train de juger de ça du tout. Mais c'est une information qui circule depuis longtemps à Sun, au moment où est-ce qu'on fait des compressions budgétaires dans les programmes des équipes nationales et tout ça. On a parlé d'un montant de 11 000 $ pour faire ces fameux complets-là. Le premier complet de Nick Buntis en 10-15 ans s'est-il défendu. Il va aller le porter au conseil de la CONCACAF et au conseil de la CONCACAF uniquement parce qu'il a enfin démissionné lundi. On savait que c'était une possibilité depuis longtemps. Il est parti. N'œuvrera désormais que comme simple vice-président au conseil à la CONCACAF. Une promotion par le bas, je ne sais pas comment qualifier ça, mais bref. On a une nouvelle présidente par intérim qui s'appelle Charmaine Crooks. C'est une ancienne athlète olympique, la première femme, la première personne de couleur à occuper ce poste. Et ça, on l'avait juste derrière nous il y a quelques instants. Dans cette vidéo-là, il y avait le revers d'un veston et il y avait le nom de Charmaine Crooks. Elle est là depuis un bon moment. Tu as écrit une chronique sur elle et puis je n'étais pas d'accord. On va en parler. Intéressant. Parce que pour toi, elle incarne une certaine forme de renouveau. Moi, j'ai bien de la misère à le voir de cette manière-là. Ouais. Pourquoi tu vois ça comme une forme de renouveau? Mais je comprends parce que je me suis vraiment appuyé, comme je le disais, sur ce que je voyais. Moi, depuis pas mal d'années, enfin 2 ans maintenant qu'on fait le balado, où il y a pas mal de scandales et de... T'es pas sérieux. Non, ouais, c'est ça. Dis-moi de m'asseoir avant de me dire des choses comme ça à propos du soccer mondial. Mais non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on vient faire le balado, justement, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il... De quel scandale on parle aujourd'hui? C'est ça, c'est un petit peu ça. Et forcément, et en même temps, quand tu regardes Soccer Canada, il y a quand même des résultats sportifs concrets, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc, c'est difficile de tout jeter à la poubelle et de dire tout est nul. On ne peut pas leur créditer justement les aspects négatifs et ne pas leur imputer, ne serait-ce qu'un petit peu, les résultats sur le terrain, même si John Herman y est pour beaucoup, mais il fallait nommer John Herman, il fallait mettre ces gens en place. Et ça a été crédit aussi de cette fédération-là. Et justement, Buntis représentait les mots MAUX justement merci d'avoir précisé. de la fédération. Et je trouvais justement que Crooks pouvait incarner ce renouveau tout en donnant le crédit qu'il y a sur le sportif, le travail qui a été fait, et de se dire que d'avoir une femme justement qui incarnait la nouvelle politique qu'on pouvait avoir, qui incarnait aussi le fait de vouloir fermer cette page qui est extrêmement difficile sur le plan administratif, je trouvais qu'elle était le juste compromis en fait de toutes ces difficultés-là et aussi de la qualité qu'il y a sur le terrain. Et je pense qu'elle a les atouts à travers sa carrière d'ancienne athlète pour représenter au mieux Soccer Canada. Donc c'est mon avis tranché justement qui tranche avec le tien. Qui tranche avec le mien parce que pour moi, elle fait partie du board. Elle fait partie de ce vieux conseil d'administration-là qui est là depuis longtemps. Elle était là quand le fameux contrat avec Canadian Soccer Business qui essentiellement empêche, pour les gens qui n'auraient pas suivi le tout, qui empêche Canada Soccer de monnayer le succès de ses équipes nationales parce que ce sont des propriétaires de la Première Ligue canadienne qui s'occupent des droits de diffusion, des droits des ententes de commandite et tout ça. Elle était là. Elle est au courant de tous ces enjeux-là et elle fait, à mes yeux, j'allais dire partie du problème. Je veux dire,
elle est redevable envers sa fédération, envers son employeur, entre guillemets. Il n'y a pas de questions là. Mais de là à dire que c'est un renouveau qui s'opère, moi, j'ai de la misère à voir une cassure entre les deux. Et visiblement, les joueuses aussi, parce que dans leur dernière communication, et ça date de vendredi dernier, elles disent, les joueuses de Charmaine Crooks, malheureusement, dans sa décennie au sein du CA, elle n'a rien montré aux joueuses qui puissent nous permettre de croire qu'elle travaillait dans l'intérêt de l'équipe nationale féminine. C'est des mots durs quand même. C'est des mots durs, mais et logiques aussi. C'est des mots logiques parce que justement, elle faisait partie de cette organisation-là. Donc forcément, on lui impute justement ces difficultés qui ont existé. Mais aujourd'hui, à partir du moment où elle n'a pas eu justement entre guillemets le statut de présidente et que c'est pas elle qui a pris concrètement en fait des décisions. Lorsque tu es dans un board, tu es tout simplement dans un board et tu n'as pas forcément cette responsabilité entre guillemets. Moi, je pense que ça mérite au contraire de lui laisser la chance de prouver qu'elle a une ligne totalement différente du président en tant que tel. Bontis, ça a été ses déclarations aussi, qu'elle avait entendues justement les attentes des joueuses et des joueurs. Des déclarations qui ont été faites seulement en communication officielle, il faut le préciser. Elle n'a pas parlé aux médias ou quoi que ce soit pour l'instant. Pour l'instant, donc est-ce qu'il ne faut pas justement lui donner crédit, lui donner la chance de voir dans quelle lignée elle va s'inscrire. On a vu dans d'autres organisations des vice-présidents prendre leur place et changer totalement la direction qui était prise auparavant. Donc pourquoi pas de cette façon-là. Elle a été ancienne athlète, elle connaît la réalité des choses, elle connaît la réalité, les demandes justement qu'il peut y avoir. Moi, je serais pas étonné que ça puisse être, en tout cas, elle aurait tout intérêt en fait à aller dans cette direction-là. Je vois pas ce qu'elle perdrait en fait à ne pas le faire. Donc j'espère que c'est des choses qui vont aller dans ce sens-là. Il y a eu une certaine forme de progrès. Il y a forcément des discussions, puis on le reconnaît du côté des joueuses. Il y a encore des discussions en cours et on fait des progrès, mais pas assez visiblement. Ce qu'on a pu voir de manière concrète, c'est une entente intérimaire. Et dans le titre du communiqué à Canada Soccer, on a bien fait attention de ne pas préciser la date, juste dire « entente intérimaire ». Mais là, quand tu lis, tu te rends compte que c'est simplement pour les fonds qui n'avaient pas été versés en 2022. Donc ça, c'est le progrès qui a été fait concrètement. Les joueuses, va encore falloir les convaincre. Dans leur communication, elles sont assez claires là-dessus qu'il y a du progrès, mais qu'il n'y en a pas assez. Toujours pas de données financières claires qui leur sont présentées. Puis il y a certaines données qui leur ont été fournies qui contredisent un peu des informations que la Fédération avait précédemment dévoilées. Donc, il y a un certain flou artistique qui règne là-dedans. Et elles disent, parce qu'on le savait, Christine Sinclair avait dit, si en avril, on n'a pas d'entente, on n'ira pas au camp. Ouais. Là, on a nuancé ça un peu. On est prête à jouer en avril, mais il faut qu'il y ait du progrès significatif. Ouais. Il y a de la pression sur Canada Soccer et en plus, pas l'impression que l'opinion publique est tant que ça du côté de la fédération. Oui, exactement. Exactement, et c'est toute la difficulté aussi pour les joueuses, tu vois, dans leur position. Si elles ne sont pas vraiment axées sur le fait de faire grève et de montrer qu'elles vont le faire, forcément, ça devient aussi difficile. Elles ont une position qui est très difficile justement d'être entre deux lorsque tes joueurs, en plus tu as envie d'être sur le terrain, forcément tu es comme en contre-nature avec ta propre profession et leur position est extrêmement délicate parce que ils annoncent que ok, on va faire un effort, on va jouer, mais je veux dire, ça c'est envoyer un signal aussi à la fédération et de se dire voilà, elles sont pas si déterminées que ça aussi peut-être. Donc ça c'est toute la difficulté. C'était aussi le regard qu'on a sur le sport de haut niveau et savoir est-ce que, parce que tu en as qui critiquent justement ces positions d'athlètes, à savoir est-ce qu'elles sont légitimes à faire grève, est-ce qu'elles doivent faire grève, etc. Donc forcément c'est extrêmement difficile et j'espère en tout cas que les choses vont se décanter assez rapidement parce que moi ce qui me gêne le plus c'est qu'avec ce qu'ont fait les filles aux Jeux Olympiques, ce qu'ont fait les garçons à la Coupe du Monde et depuis quelques années maintenant, on ne se concentre pas sur ce qui nous anime le plus, le terrain, le jeu, le fait une année de Coupe du Monde. En plus, on va le rappeler, c'est une année de Coupe du Monde. Et on est concentré sur des aspects qui sont hors du terrain. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus, en fait, ici, en Amérique du Nord, au Canada, c'est qu'il y a le potentiel pour aimer, pour faire grandir ce sport. Et c'est les aspects qui sont hors terrain qui nous animent le plus et qui nous font perdre énormément de temps et de plaisir. Donc j'espère que les choses se décanteront assez rapidement. Christine Sinclair, Quinn, Janine Beckie, Sophie Schmidt seront au comité du patrimoine à Ottawa ce jeudi. Ouais. Moi, tout ce que j'entends, c'est qu'on espère, au
comité du patrimoine que Nick Bontis et Charmaine Crooks témoignent ensemble, ce qui pour moi va être franchement très intéressant. Mais écoute, hors-terrain en Amérique du Nord, veux-tu qu'on parle du hors-terrain ailleurs qu'en Amérique du Nord? Parce que, parce que Nick Bontis n'est pas le seul président de fédération à avoir démissionné. Noël Le Graët, lui aussi, est parti. Et lui aussi, il y a eu la politique s'est mêlée à ça. Mme Oudéa Castrea, c'est ça son nom de famille, qui avait bien entendu déclenché une enquête et tout ça sur les pratiques de M. Le Graët, les relations hommes-femmes au sein de cette fédé-là. Ça s'est pas bien terminé pour M. Le Graët. Oh, pas bien, pas bien. Mais c'est là que j'arrivais. M. Bontis a son poste à la CONCACAF qui l'attend. Un chum, c'est un chum, comme on dit. Hein, Soun, parce que M. Le Graët va travailler avec la FIFA. Écoute, que dire de cet enjeu-là encore? Pour moi, je trouve ça encore regrettable que ce soit au moment où M. Le Graët a manqué de respect envers Zinedine Zidane, que c'est là que l'opinion publique s'est finalement revirée contre lui parce que, les scandales sexuels, c'était pas si grave que ça, apparemment. Oui, exactement. C'est aussi là encore la réalité du sport de haut niveau où on a l'impression que les femmes ne sont pas respectées, en fait. Comme tu l'as dit, il a fallu que ça soit M. Zinedine Zidane, que j'adore, bien entendu, et qui est juste peut-être mon joueur préféré, historiquement parlant. Il a fallu que ça soit justement sa personne qui soit attaquée pour qu'on se dise « Oh là là, là, il faut le virer ». Alors qu'il y a des personnes qu'on subit des choses très graves en fait au sein de la fédération, des femmes qui ont subi des choses très très graves et ça passait, c'était pas très très grave et Noël Le Graët pouvait rester. Et ça en dit long justement sur le regard qu'on a. Quand on parle d'enjeux systémiques, c'est carrément ça, là. Exactement. C'est ancré dans les mœurs. C'est ancré, comme tu le dis, c'est un sport d'hommes fait par les hommes pour les hommes. Ça a été ça, en fait, le football de haut niveau. Et on s'aperçoit que les femmes sont marginalisées, ne sont pas respectées à leur juste valeur. Et c'est ce qui fait que on peut voir des comportements comme on l'a vu aux États-Unis ou ici au Canada. Donc, moi, c'est ce qui me choque le plus. C'est d'ailleurs ce que j'ai partagé. Je disais que à chaque balado qu'on fait, j'ai l'impression que les femmes... Je découvre un nouveau monde, en fait. Moi, j'ai vécu, paradoxalement, dans le sport de haut niveau, chez les hommes. J'ai fait une carrière de 14 ans dans le monde professionnel, dans le monde amateur aussi avant. Et à travers le balado qu'on a, je découvre tout un autre monde, tout un système, en fait, que les femmes subissent depuis des années. Et vraiment, j'hallucine, en fait, sur ce monde-là et de me dire, mais comment c'est possible? Je te l'ai dit au tout début, j'ai l'impression qu'à chaque balado, je vais découvrir un scandale, que ce soit de nature sexuelle ou autre, qui touche le sport féminin, le football féminin en Amérique du Nord. Et ça, je trouve que c'est des choses qui doivent absolument changer, en fait. Qui doivent changer. On doit prendre la mesure des choses. Sans ça, on assistera, comme tu l'as dit, à des scandales à répétition et c'est fort dommageable. Et tu sais, moi, ce que j'ai découvert cette semaine, dans la foulée de la nomination de Charmaine Crooks, il y a une expression que je ne connaissais pas, un concept, une théorie que je ne connaissais pas, qui s'appelle la falaise de verre. Connais-tu ça, la falaise de verre? Absolument pas. La falaise de verre, c'est une théorie qui veut que c'est dans des moments de crise, dans les organisations, où finalement, on va donner la chance à une femme de mener le bateau, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'elle a le plus de chances de connaître un échec. Oui, je comprends. C'est la falaise de verre. Donc, voilà, pour tout ce que j'ai pu dire sur Mme Crooks, reste que le fait est que on parachute une femme à ce poste-là au moment où est-ce que c'est le plus risqué de se planter. Ouais. Et ça, c'est encore une autre représentation de ces enjeux systémiques-là. Et parlant d'enjeux systémiques, la FIFA, qui est experte en la matière, tenait cette semaine sa soirée de prix FIFA The Best. Le Gianni Show. Exact. Monsieur Infantino est incapable de ne pas se mettre en scène dans ces affaires-là. C'est spectaculaire. C'est son événement. C'est lui. C'est lui l'homme. C'est lui the best.
C'est lui, the best. Lionel Messi, qu'on a vu recevoir son prix, c'est lui le meilleur joueur du monde au cours de la période. Regarde. Tu sais, juste pour dire à quel point c'est les prix FIFA de best, des fois, tu sais, je dis en manchette, comme le Ballon d'Or, mais en moins bon. C'est comme la période qu'on évaluait, c'était du mois d'août 2021 à décembre 2022, la finale de la Coupe du Monde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais ça permet à Lionel Messi donc de mettre la main sur ce trophée-là en tant que capitaine de l'Argentine championne du monde. Du côté des femmes, Alexia Putellas qui a été couronnée. Puis là, on avait davantage une période sur 1 an qui s'arrêtait juste 2 semaines après la blessure qui l'a tenu loin des terrains. Écoute, je pense que sur le fond, ces 2 prix-là, pour tout ce qu'on peut dire sur la nature de cet exercice-là, les 2 n'ont pas démérité du tout. Non, je pense que le crédit est à donner justement à ces 2 athlètes extraordinaires, je veux dire. Pas fâché pour Mbappé? Écoute, lui, il avait l'air fâché. Je sais pas s'il est controverse, là. Mets de la controverse, là. Tu veux un scandale, on va t'en donner un scandale. C'est ça, non, pour le coup, justement, j'ai été surpris même de voir poster un post Instagram et de féliciter Lionel Messi justement sur ce titre-là et lui dire que c'était lui le meilleur joueur du monde, etc. Donc j'ai bien aimé l'attention justement. Dans son brouillon, paraît qu'il y avait pour l'instant, mais pour il l'a supprimé avant je m'en viens. Mais écoute, c'est difficile, c'est tout le paradoxe justement de voir d'autres joueurs extraordinaires qui auraient peut-être mérité aussi ce prix-là, d'une certaine façon. Mais je veux dire, Messi, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, on a l'impression qu'il survole un petit peu le monde du football, que c'est surréaliste, qu'il a une longévité extraordinaire aussi et qu'il arrive à créer de la magie. Je veux dire, personne ne peut contester en fait un Messi d'une façon ou d'une autre, même s'il y a débat derrière. Ça reste le Lionel Messi, donc forcément, c'est son trophée, c'est sa réussite. Il a gagné la Coupe du Monde, le trophée qu'on attendait, voilà, qu'on voulait le voir soulever justement. Donc, toi, le français, tu dis ça. Mais non, mais t'es capable de faire amende en arabe quand même. C'est pas mal, ça. C'est pour ça que je dis qu'il survole. Exactement, c'est la réalité. C'est qu'il survole justement un petit peu tout ça. Messi, c'est Messi. Et il nous fait justement passer outre nos déceptions, nos frustrations, nos volontés de voir d'autres joueurs s'exprimer. Messi est au-dessus de la mêlée. Et justement, c'est ce qui rend difficilement contestable la réception de ce trophée-là. Et donc, voilà, du côté féminin, Alexia Putellas, je pense il y aurait des arguments à faire pour d'autres joueuses, mais regarde, sur le fond, je pense qu'on connaît sa qualité. Ça a été un balayage presque complet de l'Argentine du côté des hommes. Scaloni, nommé le meilleur entraîneur. Ouais. Ça a été un début de Coupe du Monde difficile. Il s'est adapté. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur la qualité de M. Scaloni. Martinez, qui, malgré son petit geste, malgré ses frasques, s'en sort bien finalement. Cette fois-ci, avec son trophée, il a été prudent. Hein? Il n'a pas trop fait de gestes. Il ne l'a pas mis au niveau de la ceinture justement, ou quoi que ce soit du genre. Là. C'est la vidéo que tout le monde attendait, justement, savoir de quelle façon il allait recevoir son geste, mais il a été sobre pour ce coup-ci. Ouais. Sarina Wigman, entraîneuse du côté féminin. Mary Earps, qui est nommée comme gardienne du côté des femmes aussi. Avais-tu vu le prix Puskás? Je l'ai vu. Mais avant la cérémonie, avais-tu été mis au courant de ce but-là? Moi, je ne savais pas que ce but-là existait et j'ai été soufflé par ce but-là de Marcin Oleksy, qui est un joueur qui joue, je ne sais pas comment on appelle ça, le soccer pour... mais en tout cas, il joue avec des béquilles et tout exactement. Ça. Et un renversé absolument sensationnel. Ouais, il est magnifique. Allez voir ça, googlez-le parce que c'est formidable. C'est un but qui a pas mal tourné justement sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. J'ai eu la chance de le voir et puis c'est vrai que lorsqu'on a vu les autres buts nominés, dont celui de Payet, de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille, c'est des buts extraordinaires où tu te dis qui mériterait de passer, mais vraiment ce but-là et cette victoire-là n'a absolument rien à envier. C'est un but magnifique qu'il nous a mis. On se dit mais comment est-ce qu'il peut... Comment est-ce qu'il a pu même réaliser ce but-là? C'est un unijambiste avec une béquille et il nous fait un retourné, mais encore plus beau qu'on pourrait le faire de façon... Ben, plus beau. Ouais, c'était juste magnifique. Donc, bravo à lui, vraiment, et c'est amplement mérité. Ouais. Et un prix spécial qui a été remis à Pelé. Pas remis à Pelé. Je m'excuse. Il n'a pas été remis à Pelé, qui nous a quittés cette année. Mais voilà, un prix spécial en l'honneur d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ouais. C'est bien une des rares choses que la FIFA fait bien quand il s'agit de rendre hommage aux disparus parce que
Pour le reste, ben, on souhaiterait voir certaines pratiques disparaître, puis on va conclure là-dessus. Ça avait circulé au cours des dernières semaines. L'Arabie Saoudite, qui aurait été en voie de commanditer en grande partie la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça a beaucoup fait jaser. Et apparemment, selon le Sydney Morning Herald, on pense faire marche arrière. Peut-être la bonne chose. Mais là où moi je suis soufflé, c'est une source au courant de la planification du tournoi qui n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement, à parler au Sydney Morning Herald, qui dit que l'ampleur du mécontentement a stupéfait la FIFA. Voyons donc. C'est comme l'affaire la plus évidente du monde et t'es surpris par ça. Oui, c'est sûr. Et en même temps, c'est là où on va. On y va depuis des années, on y va concrètement. Donc ça me sidère quand même. Oui, c'est vrai dans un sens. Et en même temps, je veux dire, c'est un pays qui pratique le soft power à travers le sport, à travers le football concrètement. Je suis au courant, oui. Et la réalité, c'est ça. Et la réalité, c'est que, écoute, on y va, mais moi, ce que je décris le plus, c'est le fait de cette géométrie variable, en fait, de se dire que dans certains clubs ou dans certains milieux, on a laissé ces clubs-là s'installer. Dans d'autres, on se dit, on est un petit peu plus réticent et on laisse faire les choses. Alors que la réalité, c'est que, écoute, ce pays-là a fait ça en collaboration avec la FIFA, en collaboration avec toutes ces organisations-là. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, il faut accepter que les choses se fassent de cette façon-là et ne même plus, en fait, être surpris. Moi, je pense que c'est une chose qui va continuer dans ce sens-là, qui va continuer les fonds saoudiens vont continuer justement à être investis dans le football et ça va être une réalité qui va choquer de moins en moins, à mon avis. Un prix spécial FIFA l'année prochaine pour l'Arabie Saoudite, le pays au complet? Oui, je pense que ça s'en vient. Ouais, ça, tout doucement, tu verras. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. D'ici quelques mois. Mais d'ici là, toi, on va te remettre un prix spécial pour ta collaboration à Tellement Soccer. Je vais te trouver un trophée. C'est bon, j'attends de voir à quoi ressemble là le Fais tes remerciements tout de suite parce que ça se peut que j'aille oublier la semaine prochaine. C'est bon, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir vraiment de partager nos impressions sur ce week-end et sur cette actualité footballistique. Merci beaucoup, Olivier Tremblay. Au prochain scandale, mesdames et messieurs, c'est ça qui va arriver. On va attendre de voir le prochain scandale. Comité du patrimoine, écoute, je pense que pour le contenu de la semaine prochaine, on fonde pas mal d'espoir là-dessus. Les quatre mousquetaires de l'équipe féminine qui vont être là-bas devant les députés du Parlement fédéral. On va suivre ça avec grand intérêt jeudi et on en reparlera lundi dans un prochain épisode de Tellement Soccer. Merci à toi, mon auditeur. Merci à Jacques-Alexis. Merci à Souli à la régie. Merci à Soun. Plaisir. Un coucou à Christine Roger aussi qui nous écoute comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.